On fait le boulot des institutions aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, en fait? Je ne comprends pas combien de pancartes il va falloir dans la rue, combien de coups de téléphone de parents. Et ça, les parents, je vous le dis, pardon, je vais être très trivial, mais ça les rend fous. Oui. Ça les rend fous. Et aujourd'hui, vous avez des parents qui, comme ils se sentent isolés, vous avez des familles qui quittent ces écoles. Ce sont les enfants qui partent. Ce ne sont pas les animateurs. Aujourd'hui, on a des parents qui sont en panique dans toute la commune d'Asnières-sur-Seine parce qu'ils n'ont pas de réelles informations par les services de l'enfance. Donc c'est absolument ahurissant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mairie assume en réalité de ne pas faire de remontée d'informations basiques. Ces personnes-là, et puis pas ceux qui n'ont pas accès aux avocats ou ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que c'est pareil, on va nous bassiner en nous disant qu'aujourd'hui, toutes les victimes, elles ont l'aide juridictionnelle. Mais à l'aide juridictionnelle, et je le dis, et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui en prendront connaissance, à l'aide juridictionnelle, un avocat, il ne peut pas correctement travailler. C'est pas vrai. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Pépite. Aujourd'hui, préparez-vous à assister à une audition hors norme sur le scandale des violences du périscolaire. Face au Sénat, des représentants de collectifs, d'associations et des avocats spécialisés ont poussé un véritable coup de gueule. Dites-le. L'animateur d'Alphonse Baudin, dont le résultat doit tomber le 7 juillet, je crois. Donc on l'attend avec impatience. Il a été embauché, il n'avait même pas le BAFA. Lors du procès, elle a quand même accusé la mairie de Paris de l'avoir mal formé. Donc cet individu-là, ce pédocriminel, a bien été embauché à un moment donné. Donc je sais qu'il était... c'était pas sa vocation d'aller garder des enfants. Apparemment, c'était pour se faire de l'argent de poche et arrondir ses fins de mois. Donc déjà, là, il y a un problème. Et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Nathalie. Et je dis même qu'avant de faire tout ça, il faut aussi aller scanner toutes nos écoles. Puisque comme on a recruté n'importe comment depuis 2013, il s'avère que des prédateurs sont dans nos écoles sur tout le territoire. Et c'est ce qui fait qu'on n'en est qu'au début de cette liste noire. Les appels nous le montrent bien, encore deux ce matin, 2 la semaine dernière et encore dans le 11e. Je veux dire, il y a un moment donné, on marche sur la tête. À quel moment on va se dire qu'on va dans les écoles, on va aller checker tous les animateurs, tous ceux qui sont en contact de nos enfants, qu'ils soient extérieurs, agents d'entretien ou que sais-je, ou même des directeurs d'école, puisque le cas du petit Arthur à Bordeaux, c'est dans une école privée, violé et sodomisé pendant 3 mois par le directeur de l'école. Le directeur de l'école. Il a été écouté par la BPM à 3 reprises et malgré ça, l'individu n'est pas jugé. Il n'est toujours pas jugé, la famille attend. Et ça, on a des cas comme ça tous les jours. Dans tous les drames que nous connaissons de la protection de l'enfance, qu'il s'agit des violences sexuelles au sein des écoles ou même de manière générale tous les drames que nous connaissons, on se rend compte de manière systématique que s'il y avait eu des recoupements d'informations, des remontées d'informations, nous n'aurions pas ces drames. Donc c'est pour ça que là je pense que nous sommes tous d'accord et c'est des propositions que nous formulons mais que vraiment c'est un cri que nous avons, c'est de dire il faut pouvoir avoir un contrôle pas seulement à l'entrée, pas seulement au moment du recrutement, on doit avoir un contrôle permanent, quasi annuel. Et puis on doit pouvoir aussi contrôler les personnes qui vont rentrer dans nos écoles. Vous savez, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que lorsque vous avez une personne qui veut exercer une fonction dans le cadre de la sécurité, alors même qu'elle va apparaître sur ce fameux TAJ et qu'elle n'a jamais été condamnée, cette personne va devoir justifier, va devoir demander à être désinscrite de ses fichiers pour ne pouvoir exercer une mission de juste de sécurité. Aujourd'hui, la société, la mère que je suis, l'avocate que je suis, ne peut pas comprendre que lorsqu'il s'agit d'enfants, nous puissions recruter des personnes sur lesquelles nous n'avons absolument aucune information. Alors voilà, ça me paraît, cette question du recrutement et du partage d'informations. Aujourd'hui, on parle de cette consultation du fameux FIGES. Mais ça, encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce fichier, je ne vais pas revenir en détail, mais il ne concerne que la condamnation pour certaines infractions, avec certaines condamnations, quand on sait que 90% des affaires concernant, justement, sont classées sans suite, vous imaginez donc que dans ce fichier est totalement désuet.
Donc, l'idée, c'est ne surtout pas de s'attaquer à l'état de droit. Bien évidemment, nous sommes tous attachés ici à la présomption d'innocence. Pour autant, la présomption d'innocence ne doit pas être pour cacher, pour ne pas protéger nos enfants. Le principe de précaution, notamment en matière sanitaire, on l'applique systématiquement. Je ne vois pas pourquoi, concernant la protection des enfants, on ne l'appliquerait pas. À partir du moment où une personne est impliquée dans une procédure, où on a considéré, parce que quand même, quand on est mis en examen, c'est sur une affaire de viol, d'agression sexuelle, sans présager de la culpabilité, mais c'est quand même que vous avez un magistrat à un moment donné instructeur qui a quand même considéré qu'il y avait des indices suffisamment graves et concordants pour les mettre en examen. Dès lors, à partir de ce moment-là, on doit pouvoir porter à la connaissance des personnes qui vont recruter, de savoir si une personne a déjà été mise en cause, si une personne est mise en examen, si une personne a été condamnée, si une personne fait l'objet d'un appel. Alors, est-ce qu'il faut encadrer de savoir, est-ce qu'il faut transmettre du coup à une autorité administrative, par exemple au préfet, etc., ces demandes pour que eux consultent et puis ensuite fassent un retour? Peut-être, je ne sais pas. Pour si on veut encadrer, pour pas avoir cette espèce un petit peu d'idée qu'on viendrait mettre tout sur nos téléphones, une alerte d'avoir un pédophile à côté de nous. Peut-être qu'on y arrivera. Pour l'instant, on n'y est pas. Et je l'espère qu'on n'y arrivera pas, qu'on arrivera quand même à avoir des process suffisants. Voilà. Donc ça, et sur parce que ça, c'est dénoncé de manière régulière, le contrôle au moment de l'embauche ne suffit pas. Parce que quand on sait le délai que peuvent avoir ces affaires de traitement entre le moment où un enfant a parlé, le moment où la personne va être entendue et le moment où on espère qu'elle sera au moins condamnée, il va se passer plusieurs années. Il faut qu'on puisse, de manière régulière, tous les ans, savoir si les personnes qui sont au contact de ces enfants sont concernées de près ou de loin par une affaire. Ça me paraît essentiel. De la même manière que vous avez dans la majorité, le nom des personnes qui s'occupent de nos enfants, pareil, devrait être public. Aujourd'hui, quand vous demandez qui s'occupe de vos enfants, personne ne sait personne ne connaît le nom des animateurs. Il n'y a aucune information transparente des familles dans le cas dans les écoles. Parce qu'on ne veut pas de vagues, parce qu'on a peur de la panique, parce que c'est l'omerta. Ça, c'est quelque chose et ça, les parents, je vous le dis, pardon, je vais être très triviale, mais ça les rend fous. Oui. Ça les rend fous. Et aujourd'hui, vous avez des parents qui, comme ils se sentent isolés, vous avez des familles qui quittent ces écoles. Ce sont les enfants qui partent. Ce ne sont pas les animateurs. Et ça, vous avez des gens qui ont changé complètement de vie, qui ont pu changer, alors là, je ne parle pas de Paris, mais qui ont pu changer de département. J'en ai plein dans mon cabinet. Ce n'est pas normal. On l'a vu et on le sait maintenant, les familles, bizarrement, peuvent accepter d'une certaine manière ce qui se passe à leurs enfants, sur leurs enfants, parce qu'en fait, c'est pas de chance, ça arrive et on n'y peut rien et elles vont devoir gérer et c'est un parcours du combattant qui s'ouvre à elles. En revanche, je vous rejoins, elles ne supportent pas qu'un mail, un simple mail, ne leur soit pas envoyé. Ça paraît vraiment très disproportionné, mais c'est en fait dans un cas, on a l'accident de la vie qui va faire plonger une famille dans le chaos et l'enfer, et de l'autre, on a la volonté ou non de faire ce qu'il faut. Donc la circulation de l'information aux familles, c'est une question qui est centrale en fait, effectivement, dans toutes les affaires qu'on a. Nous, on remarque sur tout le territoire que les problématiques sont concentrées au niveau des mairies, puisqu'il n'y a absolument, à part l'article 40, mais il n'y a pas d'obligation factuelle faite aux mairies de communiquer. On a évidemment des familles du privé qui fréquentent le périscolaire du public. Alors là, l'information, elle est encore moins libérée. Encore hier, on a une maman qui a découvert que sa fille est victime de viol, dans une école privée, pour des faits advenus au périscolaire d'une école publique, alors qu'un mail avait été envoyé en novembre. Nous sommes fin juin. Donc tous les parents de l'école publique en question avaient été informés en novembre et cette maman n'avait pas fait le lien, n'était pas au courant et donc voilà, sa fille a parlé. Vous savez, on entend plus parler des procureurs qui se retrouvent à un moment donné dans des services à se dire bon bah voilà, on prend les piles des dossiers pour savoir on classe sans suite, on classe pas sans suite. Donc imaginez qu'ils vont reprendre les piles qu'ils ont classées sans suite pour y revenir.
Ah bah écoutez, Je me permets juste de rebondir sur ce qu'elle vient de dire, parce que c'est vrai. Mais là, par exemple, on a un cas à Belzance où l'animateur est parti dans une autre école dans le 11e, à Bulourde, et il s'avère qu'il a eu un dossier classé sans suite, donc à Belzance, exactement. Et étant donné qu'il a été classé sans suite, on s'est rendu compte qu'à Bulourde, il a fait trois viols sur trois enfants, trois petits-enfants. On parle de 3-5 ans. Et il s'avère que la mère va demander justement de réouvrir l'enquête de Belzance. Sur la question de la circulation de l'information et effectivement du traitement donné au classement sans suite. D'abord, sur la circulation de l'information, il a été évoqué à de nombreuses reprises le fait que les municipalités bloquaient d'une manière ou d'une autre la circulation de l'information. Et le principal motif qui est apporté par les municipalités, c'est l'existence d'une procédure pénale en cours. Je voudrais insister sur un fait qui est que il n'existe aucun fondement textuel qui empêche les municipalités de donner des informations, autres que nominatives bien entendu, sur l'existence des procédures en cours. Ils se réfugient derrière cela tout en évacuant de la même manière, ou plutôt en même temps, le principe à valeur constitutionnelle que tu as rappelé tout à l'heure, qui est le principe de précaution, qui fait qu'aujourd'hui, ne pas signaler les éléments structurants d'un dossier qui est en cours de révélation dans une municipalité, c'est mettre en danger, de façon délibérée, la sécurité et la santé de nos enfants. Il a été évoqué un problème structurant et structurel, mais de façon générale d'ailleurs dans notre justice pénale, qui est l'absence de circulation de l'information entre les différents acteurs. Alors il se trouve que je vais peut-être j'aimerais rien verser au débat, mais vous pourrez peut-être mais alors, vous le versez tout à fait au débat parce que j'ai mes notes manuscrites qui rendraient très moche ce document. La séance est captée, donc il a été signé hier en présence de l'APHP, de Madame la procureure de Paris, Paris Aide aux victimes et le barreau de Paris, un plan d'action opérationnel visant à réduire la victimisation secondaire. D'accord ? L'objectif est de mettre en place ce plan à septembre 2026. À l'intérieur de ce plan, vous pourrez retrouver un certain nombre d'idées qui sont parfaitement transposables à la situation qui vous occupe aujourd'hui dans cette commission. Notamment, premier point sur la transmission quasiment automatique des certificats médicaux qui sont dressés par les UMJ aux victimes et à leurs familles. Et deuxième point, c'est ça qui concerne le classement sans suite. On a évoqué aujourd'hui le classement 21, le classement pour infraction insuffisamment caractérisée. Mais ce plan d'action opérationnel propose quelque chose de très tangible, qui est la motivation augmentée de l'avis de classement envoyé aux familles. Là aussi, qu'une affaire soit classée, l'affaire est classée, c'est l'opportunité du parquet qui est seule maîtresse. En revanche, les familles sont, je pense, créancières d'une information précise sur les raisons pour lesquelles ce classement a eu lieu. Je rejoins parfaitement ma consoeur et les autres intervenants sur le fait qu'il n'existe pas, à mon sens, de procureur de la République qui s'autosaisissent a posteriori. Non, un classement, ça permet au contraire d'évacuer des statistiques publiques, des dossiers en cours. C'est au contraire tout bénef, évidemment, pour le procureur de la République et pour son parquet. Dernier point sur lequel je voulais insister, sur la contestation du classement sans suite. Le classement 21 se conteste de deux manières principales. Un, évidemment, la plainte à la constitution de partie civile. Mais deux, il existe aussi quelque chose qui doit être donné comme information aux parties civiles, ou en tout cas aux victimes à ce stade, c'est le recours hiérarchique. On peut aller devant le procureur général, et ça marche. Moi, je suis étonné depuis le début de ma jeune carrière. Au début, il ne répondait jamais, le PG. Aujourd'hui, il répond. Et il motive, parfois même mieux que son procureur de la République. Donc ça fonctionne. Donc c'est intéressant à prendre. Et dernier point que je suis évidemment en train d'oublier, oui, une réflexion, consoeur, que vous avez donnée qui est extrêmement intéressante sur l'opportunité pour le préfet de faire des signalements article 40 surabondants. Parfois même peut-être des signalements article 40 pour la mairie. Quel peut être l'intérêt de ce signalement ? Je verse ça au débat, je n'ai absolument pas réfléchi à la question, mais un signalement article 40 donne peut-être à ces deux parties, justement à ces deux personnes, à ces deux corps, municipalité et préfecture, le statut de partie à la procédure. Qu'est-ce que ça permet ? De faire, en cas de classement sans suite, une demande de copie de dossier pénal sur le fondement de l'article R155 du CPP. Donc, on va pouvoir verser de façon quasiment automatique aux dossiers administratifs les dossiers pénaux, même classés. Voilà. La nutrition, bah, quel casse-tête, frérot! Il est grand temps que le monde découvre ces kiwis si riches en nutriments. Oh, regarde toute cette vitamine C, ce potassium, ce folate et ces fibres. Voilà qui est fait. C'est ce que j'appelle faire le plein de nutriments. Bien dit, frérot. Merci, ça fait longtemps que j'y pense.
je voudrais rejoindre, compléter ce que vous a dit mon confrère, si tu me le permets, parce que ça me suscite ces éléments-là. Sur le classement sans suite, alors, il devrait y avoir une obligation absolue de notifier aux parties civiles. Parce qu'en fait, il n'y a pas le texte le prévoit, que normalement une partie civile doit être informée du classement sans suite. En pratique, alors j'ai pas les chiffres, mais je peux vous dire que un certain nombre de mes clients me disent je n'ai pas l'information. C'est l'exemple que je vous donnais donc tout à l'heure au détour d'une démarche SAUJ, où parfois, voilà, quand on va effectivement au tribunal judiciaire, on prend nos dossiers et puis on va au bureau l'accueil, donc le SAUJ, pour demander où en est telle ou telle procédure. Et puis, très souvent, pensant que ce dossier est encore en cours, nous nous rendons compte en fait que cette affaire a été classée sans suite. J'ai envie de vous dire que d'appeler votre client, notamment, je vous donnais cet exemple là de cette violence au sein d'une école qui est intervenue au mois de février. Quand je fais cette démarche palais au mois de juin pour un tout autre pan du dossier concernant cette petite fille, et que on me dit mais maître, cette affaire a été classée sans suite. Je dis pardon, mais nous sommes au mois de juin, mes clients n'ont absolument pas été informés, puisque je fais moi-même une démarche pour justifier que cette plainte est toujours en cours. L'affaire avait été classée le 14 février. Il n'y avait pas de notification de ce classement sans suite. Et ça arrive de manière extrêmement régulière. Et là où je vais rejoindre mon confrère, parce que c'est très important, et moi ça c'est une conviction d'avocat, que je pense qu'il est très important, notamment sur ces affaires de violence au sein du périscolaire, de faire presque systématiquement, nous en qualité d'avocat, et de le conseiller à nos clients, un recours PG. Pourquoi ? Parce que je considère très sincèrement que dans ces dossiers-là, dans lesquels souvent les premières enquêtes sont quand même extrêmement sommaires, vous sollicitez la copie de la procédure, notamment en tant qu'avocat, avant de faire un recours hiérarchique. Si vous n'avez pas la copie de la procédure, c'est quand même un peu compliqué. Là encore, il va falloir qu'on ait une obligation de nous transmettre dès qu'à première demande ces copies de dossiers, parce que souvent, en fait, nous ne les avons pas. Et lorsqu'on se rend compte effectivement qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été exploités ou des actes d'enquête qui n'ont pas été faits, c'est vrai que de manière systématique, je conseille à mes clients, je dis à mes clients, je vous conseille d'abord de faire un recours auprès du parquet général, parce que je considère qu'il est aussi au ministère public de prendre ses responsabilités. C'est pas normal, parce que si vous voulez, on va en arriver à avoir une justice David contre Goliath, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez l'argent pour payer un avocat, etc., vous allez faire quoi ? Vous allez faire des citations directes pour les juger, ces personnes-là, et puis pas ceux qui n'ont pas accès aux avocats ou ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que c'est pareil, on vient nous bassiner en nous disant qu'aujourd'hui, toutes les victimes, elles ont l'aide juridictionnelle. Mais à l'aide juridictionnelle, et je le dis, et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui en prendront connaissance, à l'aide juridictionnelle, un avocat, il ne peut pas correctement travailler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc vous allez aussi avoir une justice à deux vitesses. Parce que justement, quand vous avez une victime qui vient vous voir en vous disant j'ai été victime, j'ai un dossier qui est classé sans suite. Il va donc falloir commencer à travailler. Donc demander la copie de cette procédure, faire une citation directe, etc. C'est quelques centaines d'euros pour un avocat. Donc on n'est pas là pour parler d'argent, mais quand même, aujourd'hui, vous avez ces personnes-là, elles sont victimes, elles ne peuvent pas mobiliser des fonds pour payer leurs avocats. Donc on va se retrouver aussi avec une justice à deux vitesses. Donc ça me paraît, mais vraiment ce classement sans suite, le recours PG, et c'est vrai qu'ils sont particulièrement motivés. Bon, après aussi, j'ai maintenant sur quelques années de recours, de recul sur ces recours PG. Malheureusement, au départ, on est très content quand on reçoit le courrier du PG qui va saisir un juge d'instruction, et puis après on se rend compte, hélas, que le juge d'instruction, il ne fait rien. Et c'est justement l'écueil dans lequel on est tombé avec les annonces de M. Darmanin, dans un dossier qui concerne l'éducation nationale. Vous avez donc là le juge d'instruction qui s'est dit « Oh, mais oui, c'est vrai, ce dossier », et qui a ordonné un acte. Vous savez quel acte ? Cela a été de reconvoquer cet enfant, qui avait donc été déjà entendu plusieurs fois. Donc j'ai par acquis de conscience sollicité la copie de la procédure en me disant que peut-être il y avait eu un élément dont peut-être l'enfant pourrait livrer quelques éléments. Pas du tout, rien n'a été fait. C'est-à-dire qu'on a un parquet général, pour ne pas le citer, celui d'Aix-en-Provence. Il a été reconvoqué combien de mois après ? Parce que la mémoire de l'enfant, 3 mois. Elle s'efface. 3 ans après. Elle s'efface. Comment est-ce que le témoignage... Mais j'ai un recours... Non, mais vous savez, dans cette affaire, ce qui est encore pire, c'est qu'on est sur une vous savez, une toute petite école en province. Au moment où on met en cause...
ce professeur qui est toujours en exercice, pour lequel il y a eu un classement sans suite, mais où donc contestation procureur général, ce type-là il ne continue à exercer seul dans sa classe, d'accord ? Je vais même vous dire, je vais même aller encore plus loin. L'éducation nationale avait proposé un accompagnement à cet enseignant, alors même que l'enfant qui dénonçait des faits... When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. La famille. La parole de l'enfant n'est pas entendue. Et alors ça me fait penser à une chose que je voulais dire, et après je vous laisse la parole, c'est dans les obligations et ce qu'il faut aussi mettre en place, parce que pour avoir traité un certain nombre de dossiers dans les affaires périscolaires qui sont à l'instruction, qui sont venus jusqu'aux phases de jugement, ce qu'on observe, et notamment sur des instructions qui sont actuellement en cours, c'est qu'on a une difficulté aussi de retrouver la traçabilité des interventions des animateurs, c'est-à-dire que quand le juge d'instruction, souvent, il se heurte justement auprès des communes, auprès des établissements, pour avoir le planning des animateurs, pour savoir, parce que notamment sur les territoires, sur les petits territoires, vous avez souvent des animateurs qui tournent avec un système où moi très souvent je suis obligée de me faire des cartes parce que je comprends rien. Alors le lundi c'est là, le mardi c'est là, le mercredi c'est là. Et en fait, vous n'avez pas de registre, notamment pour avoir une entrée, une sortie. Sauf que pourquoi ça a une importance ? Ça a une importance parce que, comme dans la plupart de ces dossiers, la difficulté c'est la preuve. Si on ne peut pas confronter à des éléments, parce que ça a été le cas notamment sur l'affaire Copello, qui a été une affaire à Marseille. Comment on a pu en fait donner du crédit à la parole de cette petite fille ? La personne qui intervenait d'extérieur, qui est venue au détour le chauffagiste qui a donc agressé sexuellement une petite fille. Tout le débat à l'audience correctionnelle a été de dire mais est-ce que c'est possible ? Et en fait, on a pu donner du crédit à la parole de cette petite fille parce que nous avions, alors pas tout, mais en partie, les registres de savoir quand est-ce que ce monsieur était arrivé, quand est-ce que ce monsieur était reparti. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on peut recouper. Et voyez, ça donne de la force. Sauf que c'est bien beau quand on dit ça, sauf qu'en réalité, vous allez avoir plein d'écoles et plein de communes qui vont vous dire qu'ils n'ont pas les outils pour pouvoir tenir ces registres. Sauf que ça, c'est indispensable. Parce que comme on remet en cause systématiquement la parole des enfants, si on ne vient pas conserver des traces pour venir recouper, c'est pas possible. Cette petite fille, elle parlait de détails. Sa mère disait qu'elle sentait l'animal quand elle rentrait chez elle. Voilà. Et elle donnait des détails sur l'anatomie de cette personne, sur la couleur de ses poils, etc. Et donc, quand on prend tous ces éléments-là, on peut confondre. Mais j'ai envie de vous dire que cette affaire, pareil à Marseille, a été symptomatique parce que quand même, on a quand même presque demandé, j'ai envie de vous dire, victimiser l'école parce qu'ils avaient dû subir le stress des parents et qu'il fallait donner des informations. Non mais c'était quand même assez lunaire. Vous avez quand même le parquet qui s'excuse. Je me permets juste, après je laisse la parole à Elisabeth. Il faut savoir que nous, il y a plusieurs parents qui jouent un peu les enquêteurs la nuit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de collectifs qui se créent. Notamment depuis, et même avant d'ailleurs, le discours de la procureure. Mais en fait, comme on est incapable de tracer par quelle école sont passés les animateurs, on échange entre collectifs, entre associations, entre parents, pour savoir est-ce que ce fameux X était là, est-ce qu'il était dans cette école, pour essayer de par exemple, typiquement, si je vous prends Belzance et encore Bulourde, pardon, mais on s'est rendu compte que cet animateur était passé par 6 autres écoles, en étant vacataire, en faisant 2 heures par-ci, 4 heures par-ci, 8 heures par-là. C'est exactement ce qui s'est passé également à Paris, dont on a appris que dans le 15e arrondissement, des animateurs avaient été mis au contact d'enfants et dont l'un qui était incarcéré. Mais c'est tout le problème pour moi, et c'est d'ailleurs
intolérable et incompréhensible pour les familles, c'est que ce sont en fait les parents qui se sont substitués à l'institution. Mais vraiment, j'en reviens sur la première, sur le début de mon enfin là, ce que je vous disais sur l'omerta, de renvoyer cette image de dire que c'est pas parce que vous allez parler, c'est pas parce que les enfants vont parler, c'est pas parce que c'est pas parce que les familles vont dénoncer ce qui se passe que tout d'un coup elles vont se retrouver sans solution de garde. C'est ce qui fait peur à tout le monde, c'est ce qui fait aussi qu'on accepte beaucoup de choses, notamment même au sein, même sans parler même des périscolaires, dans les babysitters, voilà, c'est dans tout. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, vous faites comment? Les crèches, c'est pareil. C'est-à-dire que vous vous dites, je vais dénoncer, puis alors après, quand j'arrive à la crèche, tout le monde me fait la tête, parce que peut-être que j'ai... On s'est tous posé la question en tant que parents de dire, là, j'ai un doute sur quelque chose. Est-ce que je dis... Moi, ma mère m'a toujours dit, mère de 4 enfants, écoute, avant de faire remonter un problème à la crèche, il faut vraiment qu'il soit suffisamment grave parce que de toute façon, après, on peut te prendre en grippe, donc il faut intervenir que dans des moments précis. Mais on en est là, mais c'est la vérité. Ouais, je me permets, il faut dire aux parents de ne pas hésiter à aller voir le médecin. Le médecin, s'il y a le moindre doute, les enfants parlent. Même quand ils ont 3 ans, leur corps parle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de classements sans suite parce que je pense qu'il y a aussi en face des gens qui ne sont pas assez formés pour être à la hauteur de l'enfant. Et c'est ce qui fait qu'on a plusieurs dossiers qui sont classés sans suite. Parce qu'un enfant de 3 ans, de 4 ans ou de 6 ans ne parle pas du tout de la même manière. Donc il faut que les gens... mais surtout le comportement a changé. On est les meilleurs spécialistes de nos enfants et on voit qu'il se remet à faire pipi au lit, qu'il ne veut pas aller à l'école, qu'il a mal au ventre. Des comportements qui ont changé. Il faut tenir un carnet de bord, il faut poser des questions ouvertes. Bon, on l'a tous ici présents rabâché pendant des mois et des mois. Il y a aussi une autre chose qu'il faut dire, c'est comment on place l'absence de retour d'expérience. C'est-à-dire que, en gros, quand on fait des publications d'enquêtes administratives, elles ne sont pas complètes. Il faudrait qu'on puisse avoir ces enquêtes globales pour qu'on puisse identifier là où ça a failli, en fait, là où ça a péché pour pouvoir retravailler et apprendre de nos erreurs. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Et je voulais dire autre chose et après j'arrêterai, mais il faut un électrochoc national. Là, on est tous présents ici, on se rejoint sur la plupart des choses. On raconte toutes les défaillances de notre pays. Qu'est-ce qui fait qu'on fait le boulot des institutions aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, en fait? Moi, j'aurais préféré ne pas être là, pour rien ne vous cacher. Et je comprends pas combien de pancartes il va falloir dans la rue, combien de coups de téléphone de parents. Encore ce matin, en pleurs, cette directrice, par exemple, de Saint-Dominique, qui a été déplacée dans le 11e, alors qu'on connaît tout ce qui s'est passé à Saint-Dominique avec... Elle est passée d'abord par le 5e. Le 5e l'a refusé et il s'avère qu'aujourd'hui, elle va aller dans le 11e. Et ça, c'est pas tolérable. Et les parents qui vont avoir justement les enfants là-bas... Oui, je suis d'accord avec toi, c'est l'éducation nationale, mais ça montre quand même qu'il faut faire un reset à un moment donné de tout ça et peut-être éviter de séparer le périscolaire et l'éducation nationale, parce qu'en fait, un pédocriminel, il n'en a rien à faire de savoir si c'est l'éducation nationale ou si c'est le périscolaire. Un couloir, c'est un couloir, des toilettes, ce sont des toilettes, une bibliothèque, c'est une bibliothèque. Donc il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on fasse un reset. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos pépites.